L'après-midi, une bonne nouvelle. Merci David. Merci, oui, donc désolé pour ceux qui voulaient voir Svetlane. Malheureusement, c'est bon. Mais quand même, la bonne nouvelle est là. Bon, alors, on va quand même la mettre en perspective. Donc effectivement, il s'agit des résultats préliminaires d'une étude ANRS qui s'appelle Driver. Et voilà, que je vais vous expliquer. Vous connaissez bien le contexte. Donc des IST qui augmentent en France depuis 2000. Alors en 2000, en France, contrairement au Luxembourg, c'est là où on a arrêté la déclaration obligatoire de la syphilis. Je ne sais pas si on a eu raison, mais enfin, bon. Et bien sûr, la grande majorité des IST sont asymptomatiques. Les IST bactériennes sont faciles à traiter par les antibiotiques, donc on pense que ça vaut la peine de s'acharner à les dépister pour les traiter. Alors, c'est quoi ? Nous, c'est une étude parisienne. Bordeaux n'étant pas en région parisienne, on n'a pas étudié le Mycoplasma genitalium. On s'en excuse. Charles, on refera cette étude avec le Mycoplasma genitalium, mais il faut dire que ça faisait pas partie des recommandations du rapport Morla, qui est un autre bordelais. Et donc, dans le rapport Morla, il y a marqué chlamydia, gonocoque, mais il ne parle pas trop encore du mycoplasma genitalium. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu faire ? On a voulu se poser la question, voilà, on voit des patients asymptomatiques, quand est-ce qu'il faut leur proposer un dépistage des IST bactériennes et est-ce qu'on peut construire un score de risque dans notre population d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes suivis pour une infection VIH. Je n'ai pas encore la réponse à ce score de risque, ce sera quand vous m'inviterez pour la prochaine fois. Donc c'est une étude prospective multicentrique francilienne. Il y avait 9 CHU, 8 centres hospitaliers, Paris Intramuros, 8 hôpitaux, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne et le Val d'Oise. Donc c'est quand même une étude qui a voulu représenter à peu près toute la région parisienne, nord, sud, est, ouest et Paris Intramuros. Comment s'est effectué le recrutement des patients ? Il fallait qu'ils viennent à leur visite habituelle de suivi ambulatoire, donc vraiment toutes les consultations qui étaient faites pour des symptômes, à l'évidence, étaient exclues, ou pour un autre motif de consultation. C'était vraiment le patient qui vient à sa visite habituelle de suivi d'infection VIH, en général une visite semestrielle. Donc on a inclus les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, séropositifs pour le VIH et asymptomatiques. Asymptomatiques, on leur demandait est-ce qu'ils avaient des signes cutanés, est-ce qu'ils avaient des difficultés urinaires ou des symptômes au niveau anal, et s'ils répondaient non à ces questions, on considérait qu'ils étaient asymptomatiques. Et il fallait que les patients sachent lire le français, parce qu'il y avait de très gros auto-questionnaires assez complexes, et donc il fallait maîtriser la langue de Montaigne. Il fallait qu'ils soient assurés sociaux et ayant donné leur consentement. Il y a eu 2 périodes d'inclusion. 2015, où on a fait des questionnaires très longs pour essayer de capter le maximum d'informations, pour essayer de construire le score de risque, justement. Et puis la deuxième période, 2017, où on avait réduit le questionnaire aux items qui paraissaient être significatifs dans la première période. Qu'est-ce qu'on a recueilli ? L'histoire de l'infection VIH, les antécédents d'IST, des auto-questionnaires sociodémographiques et évidemment le comportement sexuel. Et l'étude, évidemment, se terminait par le prélèvement à J0. On voyait les gens qu'une seule fois. De la sérologie de la syphilis, qui était comparée à la précédente sérologie dans le dossier du patient, et ainsi qu'une PCR chlamydia gonocoque anal, pharyngée et urinaire, et rien sur mycoplasma genitalium. Les résultats, 770 patients ont été inclus, 487 dans la première période, donc 2015, et en 2017, la deuxième période, 283 patients qui n'avaient pas participé à la première période, mais qui étaient suivis dans les mêmes centres, qui avaient les mêmes critères d'inclusion, mais qui n'avaient pas participé à la première période. Alors les résultats donc des gens d'âge moyen 47 ans, alors ça va ressembler à la file active des patients suivis en région parisienne, 80% de bacheliers ou études supérieures au bac, 78% de travailleurs, 6,6% de chômeurs, quelques étudiants, quelques retraités et quelques personnes en invalidité, mais enfin une grande proportion de patients travaillant et ayant
un niveau socioculturel assez élevé. Je vous donne là quelques résultats d'addiction. On a retrouvé que 52% des patients avaient déjà utilisé le cannabis, dont 22% récemment. L'héroïne, 4%, c'est beaucoup, mais seulement 0,5% récemment. Le GHB, était aussi bien connu, ainsi que les amphétamines. L'utilisation de l'alcool lors des soirées était de 31%, c'est moins qu'à Bordeaux. Alors, les poppers, bien sûr, très utilisés, ainsi que le Viagra et autres produits stimulants de la sexualité. Alors, les antécédents d'IST des patients, donc on leur demandait est-ce que vous avez déjà eu une IST, puis on avait les dossiers cliniques des patients, il y en avait quand même les 2/3, 63%, qui avaient déjà eu une IST, dont 43% qui avaient déjà eu la syphilis. Dans les 12 derniers mois, il y avait 18% des patients qui avaient déjà présenté une IST, alors symptomatique ou pas, traité ou pas, peu importe. L'infection VIH avait 14 ans d'ancienneté, la charge virale indétectable dans 93%, les CD4 moyens 665. Quant aux co-infections, alors l'antigène HBS était présent chez 4,1% des patients, ce qui est beaucoup. Hein. Et la sérologie VHC positive, 9,9%. Donc on n'a pas donné les valeurs de PCR, parce que quand même la majorité avait été traitée et guérie. Mais enfin 9,9%, c'est déjà assez élevé. Le nombre de partenaires. Alors, donc on interrogeait, on proposait l'étude à tous les patients consécutifs qui venaient, quelle que soit leur vie sexuelle. Et ceux qui acceptaient de participer, on pensait que voilà, ils étaient intéressés par ce dépistage des IST qu'on ne faisait pas couramment en pratique, en routine. Donc il y avait quand même 14% qui déclaraient ne pas avoir eu de partenaire dans les 6 derniers mois. La majorité donc avait entre 1 et 5 partenaires. C'était pas des très très gros consommateurs sexuels. Hein. 6 à 10 partenaires, c'était 10%, 10 à 20, 11%, et plus de 20 partenaires, 15%. Donc il y avait tout. Des gens qui avaient une vie sexuelle très restreinte, et puis d'autres beaucoup plus riches. Et alors, l'utilisation du préservatif pour les pénétrations anales était déclarée, donc c'était sur l'auto-questionnaire, hein, toujours 33%, souvent 27% et rarement 16%. Qu'est-ce qu'on a dépisté ? Alors, ce qu'on a dépisté de plus fréquent, et qui est identique dans les deux périodes 2015-2017, c'est le portage du chlamydia trachomatis. C'est pas étonnant, c'est comme pour les jeunes filles. C'est le plus fréquent. On en trouve très peu au niveau urinaire, et là où on en trouve le plus, c'est au niveau anal. Le gonocoque, 4,85%, avec une petite tendance à l'augmentation donc, du nombre entre 2015 et 2017, étant donné que c'est passé de 3,67% à 6,83%. Le P est égal à 0,06, donc on est proche de la significativité pour l'augmentation du portage du gonocoque, en sachant que si on le cherche dans l'urine, on n'en trouve pratiquement jamais. Ça n'existe pas, le portage asymptomatique, ou pratiquement pas. Hein. Quand on a du gono dans les urines, en général, on le sent passer. Pharyngée, 3%, anal, 3%. Alors maintenant, j'arrive au centre de ma présentation. Les nouveaux cas de syphilis. Alors, on a fait évidemment très attention à bien détailler ce qui était nouveau cas. Donc à chaque fois, on allait comparer avec le TPHA VDRL précédent, qui en général était présent dans le dossier et datait des 6 mois précédents, parce que c'était déjà une pratique largement répandue. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Dans la période 1, on avait 5,6%, donc en 2015, de syphilis récente. Et dans la période 2, on n'avait plus que 1,8%. Où sont passés nos syphilis ? Voilà. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller à Bordeaux dire qu'on a plus de syphilis. Et cette différence est significative. Alors vous allez me demander pourquoi. Bon, donc déjà, qu'est-ce qu'on trouve ? Si on cherche les IST asymptomatiques chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, on en trouve chez 13% des personnes qui viennent en consultation pour toute autre chose. Ils viennent pour le renouvellement de leur trithérapie, mais si on la cherche, on va trouver 13% d'IST, et encore, il n'y a pas le mycoplasma. Enfin, bon. Donc, par ordre décroissant, ce qu'on a de le plus, c'est le chlamydia, ensuite gono, et en 3, c'est la syphilis.
La localisation la plus fréquente, anale, ensuite pharyngée et urinaire, c'est vraiment négligeable. Si on veut faire des économies, on pourrait peut-être se passer de ce prélèvement urinaire. Chez les asymptomatiques, bien sûr. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette baisse récente? Est-ce que c'est parce qu'on dépiste mieux? C'est possible, hein. C'est vrai que partout, même voilà, dans tous les services, maintenant, TPHA, VDRL, c'est sur l'ordonnance de prélèvement, on ne se pose plus trop la question, et donc il y a quand même une augmentation, et même voilà, un très bon dépistage régulier de TPHA, VDRL, c'est juste une croix à cocher sur l'ordonnance, tout le monde y arrive. Donc ce serait une bonne nouvelle, quoi. C'est le fait de mieux, de plus dépister, voilà, ce serait bien. Mais on peut se poser la question aussi, étant donné qu'on a déjà 45% des personnes suivies qui ont eu une syphilis, la majorité en gardant d'ailleurs un TPHA positif, est-ce que le fait d'avoir déjà eu une syphilis assez récemment, finalement, est-ce que ça ne peut pas conférer une protection partielle? Parce qu'évidemment, il n'y a aucune épidémie qui va aller jusqu'à 100% de la population. Quand on est à 45% de personnes ayant fait une syphilis dans les quelques années précédentes, ça confère quand même peut-être une certaine protection. Enfin, on peut se poser la question, est-ce que la prise de doxycycline, dont on sait qu'elle prévient la syphilis, se serait déjà un petit peu répandue, soit pour traiter, par exemple, un chlamydia, bon, bah, très bien, soit pour prévenir la contamination syphilitique, par exemple dans hypergay, c'était une pratique qui était faite, peut-être ça s'est répandu. Alors, est-ce que nos données sont correctes? Peut-être, j'espère. Là, je montre ce que dit le BEH, donc sur les IST, notamment, ça, c'est la syphilis récente. Alors, quand on prend toutes les régions françaises, dont Bordeaux, on voit que la syphilis augmente, beaucoup, énormément, mais quand on voit l'Île-de-France, eh bien, ça plafonne, et même dans les chiffres 2016 qui ont été montrés récemment, ça baisse. Donc on n'est pas les seuls à avoir vu ça. Et ça, c'est l'Île-de-France qui baisse, alors que le reste de la France continue malheureusement à connaître le poids de la syphilis. Ce qu'on voit aussi sur le gonocoque, bon, bah, c'est ce qu'on a vu aussi, hein, le gonocoque, qu'on soit France entière ou qu'on soit en Île-de-France, ça continue à augmenter. Donc je pense que ce qu'on voit est à peu près vrai et que les explications que j'ai essayé de donner, bon, vous en faites ce que vous voulez, c'est des hypothèses pour l'instant. Merci. Ah, les remerciements. Ah, désolé, j'ai oublié de remercier tout le monde. Donc les 17 centres, il y a Jade qui doit être quelque part là, je ne sais plus. Ouais, bon, je t'ai pas oublié, c'est bon. Et l'équipe du Racinski-Chassani qui a participé à l'élaboration des questionnaires et qui va aussi beaucoup nous aider pour le calcul du score de risque. Merci David. Tout de suite une question. Au fond de la salle, Stéphane De Witt. Merci, Stéphane De Witt, Bruxelles. Alors, première remarque. D'abord, merci pour données intéressantes. Bruxelles est probablement plus proche de la situation de Bordeaux. Agnès le confirmera, nous n'avons pas du tout l'impression d'une réduction. Alors, c'est plutôt un questionnement qu'une question. Votre première diapositive dit les infections bactériennes IST sont faciles à traiter. Oui, pour le moment. Et encore pas toutes. Et la question qui vient derrière cela, c'est quel sera l'impact d'un dépistage plus systématique des infections asymptomatiques? Et est-ce que nous ne devons pas évaluer nos pratiques et les conséquences de nos pratiques de traitement chez des patients asymptomatiques, dont je ne suis pas sûr que la compliance sera la même que les patients symptomatiques, qui en tirent un bénéfice immédiat. En tout cas, c'est un questionnement qui s'est ouvert en Belgique et on réfléchit à éventuellement même des études comparatives sur de telles pratiques, parce que je pense que l'impact est potentiellement non négligeable. Entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que cette question très difficile de que faire, on l'a laissée totalement libre. C'est-à-dire qu'on a récupéré effectivement les données thérapeutiques. Donc s'il y a eu des traitements de prescrits, ça a été marqué dans le CRF. On va évidemment les étudier. Là, c'est vraiment les premiers résultats épidémiologiques que je montre. Tout ce qui est comportement, etc. Et les traitements qui ont été proposés n'ont pas encore été dépouillés. Et vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'il faut traiter le chlamydia dans la gorge?
Peut-être oui, peut-être non. Je n'ai pas la réponse du tout. Effectivement, les résistances des IST, est-ce qu'on risque de les augmenter avec des traitements larga manu? Peut-être oui, peut-être non. Non, c'est des vraies questions sur lesquelles, malheureusement, je n'ai aucune réponse. C'était purement une description. C'était déjà savoir est-ce qu'il faut faire à tout le monde des prélèvements gorge, anus, pharynx, urinaire, et pourquoi et pour quelle fréquence d'IST chez des gens qui se plaignent de rien. Charles. Donc Bordeaux et fair play. Merci beaucoup. Moi, j'avais des questions plus microbio. Est-ce que les méthodes de détection de biologie moléculaire pour Clam et Gono étaient les mêmes sur les deux périodes? Alors, à savoir peut-être des méthodes beaucoup plus sensibles, récentes, de type TMA ou autre. Et pour la syphilis, pareil, est-ce que vous avez changé la stratégie avec sur la seconde période des tests ELISA versus des tests tréponémiques? Exactement. Merci pour la question. Malheureusement, j'ai pas la réponse. C'est-à-dire que c'était en soins courants. C'est-à-dire que chaque centre, ah oui, d'accord, voilà, c'était que des PCR couplés chlamydia gono, ça c'est sûr, mais okay. on pouvait utiliser ce qu'on voulait. Il y avait qui faisaient du temps réel, d'autres qui faisaient... et pour les tests syphilitiques, ils étaient aussi selon les centres. Les pratiques. Oui, tout à fait. Oui, c'est le VDRL, oui, de toute façon. Oui, ça change pas grand-chose, mais c'est juste pour savoir si... Je voulais juste te dire que quand même, je suis pas sûre que ça protège d'avoir déjà eu la syphilis. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'en revanche, ça peut modifier la présentation clinique et modifier la cinétique du VDRL la deuxième fois. Oui, mais je crois pas que ça protège. Oui. Alors, tu penses qu'on aura 100% des patients qui ont un TPH? Oui, ça baisse. Ouais, national. Sur la syphilis et pas sur les gonos. D'accord. Peut-être la doxy, alors. D'autres questions? Non? Bon. Vous avez une question? Oui. Nous, on a participé à Argenteuil. Donc, moi, je suis à Argenteuil. On a participé aux 2 phases et on continue à faire le dépistage asymptomatique et on continue à trouver. Alors, je suis désolée, mais là, on avait 3 syphilis la semaine dernière. Donc, nous, on n'est pas spécialement en diminution. Sauf qu'on n'est pas... Alors, on dépiste aussi, pas que les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, mais... et donc là, on avait aussi des hétéros qui avaient aussi la syphilis. Ah, donc, ça je dis pas. Hein. Voilà. Ça, oui, non, donc, non. Faut pas dire que la syphilis a disparu. Non. Ils ont peut-être fait un week-end à Bruxelles. J'ai dit que les hommes et que la région parisienne. Docteur Valentin, pour une dernière remarque ou question. Tu vois moins de syphilis asymptomatiques, mais parce que beaucoup de syphilis sont symptomatiques, non, dans votre étude? T'as pas abordé cette question-là? Non, finalement, assez peu. Hein. Il n'y a pas beaucoup de syphilis symptomatiques? Il y a bien sûr des syphilis primaires, mais si tu veux, comme des secondaires aussi, mais comme l'étude était vraiment uniquement sur les IST asymptomatiques, voilà, on a fait que le... tous ceux qui sont symptomatiques... Oui. Mais on les inclut pas, ceux qui sont symptomatiques. S'ils ont des roséoles, on les incluait pas. Non, voilà. Mais d'accord, mais... Il ne faut pas extrapoler au nombre de syphilis qui seront en baisse. Total. Non, je suis d'accord avec toi que ça concerne la syphilis latente précoce, hein, étant donné qu'ils avaient tous des tests dans les 6 derniers mois, donc c'était que des formes latentes précoces. Hein, je n'extrapole pas aux consommations de pénicilline retard ni à d'autres marqueurs qui peuvent être différents. Merci. Je vais redonner la parole à Bordeaux et laisser à Charles le soin de boucler la boucle et de nous parler donc d'incidence et de résistance.